Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast dédié aux dirigeants de PME et aux professionnels des ressources humaines. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut peser fort dans la balance dans le recrutement de vos nouveaux talents, mais aussi dans la fidélisation de vos collaborateurs. Ce sont les avantages sociaux. Ils font partie intégrante de la politique RH, mais restent encore parfois mal compris ou sous-exploités. Dans un contexte de marché du travail sous tension, où 79% des employés considèrent les avantages sociaux comme un critère déterminant dans leur choix d'entreprise, et où les attentes des salariés évoluent vers plus de flexibilité et de pouvoir d'achat, on en arrive à se poser la question. Ces avantages sociaux représentent-ils un véritable levier stratégique pour les employeurs ou simplement un coût supplémentaire ? Certains les voient comme un investissement incontournable pour attirer et retenir les talents, tandis que d'autres les considèrent comme une charge supplémentaire dans un contexte économique tendu. Alors, comment maximiser leur impact ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Sandrine Dorbe, qui est conférencière et spécialiste en politique de rémunération. Elle partagera avec nous son analyse des enjeux stratégiques des avantages sociaux. Et Cyprien Boutargès, cofondateur de Claro, une entreprise innovante et spécialisée dans les solutions d'avantages sociaux. Cyprien nous parlera des tendances et des attentes des salariés. Ensemble, nous allons donc explorer comment ces dispositifs peuvent soutenir vos stratégies RH et répondre aux défis actuels, voire même devenir un réel atout compétitif pour les entreprises. Allez, c'est parti! Bonjour Sandrine, bonjour Cyprien. Bonjour. Bonjour. Alors Sandrine, pour bien poser les bases de notre discussion, est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire et actuelle des avantages sociaux ? Alors, pour moi, les avantages sociaux, c'est tout ce qui est complémentaire au salaire fixe, hein, et aux primes. Donc, dit comme ça, vous voyez qu'on peut se parler de vraiment beaucoup de choses, hein. Et concrètement, sous quelle forme ils vont se matérialiser aujourd'hui? Quels sont les avantages les plus courants? Alors, aujourd'hui, les avantages les plus courants, sans surprise, la mutuelle et la prévoyance. Alors, ils sont obligatoires, hein, ils sont légaux ou conventionnels, donc c'est vraiment ceux qu'on va retrouver absolument partout. D'accord. Et dans les plus attendus, je dirais, il y a les fameux tickets restaurants. Alors comment ces avantages sociaux ont évolué avec le temps? Est-ce qu'on y voit une utilité, une finalité différente au fil des années? Je pense que, de mon point de vue, la philosophie derrière les avantages sociaux, elle a pas mal évolué ces 10 dernières années. Je dirais que, avant les années 2015, allez, entre 2010 et 2015, les avantages sociaux, ils avaient quelque chose de différenciant. C'était une façon à la fois de différencier une entreprise d'une autre et une façon de diversifier les packages de rémunération. Depuis, 2018, le salaire, il fait plus tellement le job qui est de pouvoir permettre aux personnes de consommer, et de mettre un peu d'argent de côté. Donc les avantages sociaux, ils viennent prendre un peu le relais pour gagner du pouvoir d'achat. Mais on garde tout de même dans certains écosystèmes, alors là, je pense particulièrement, à l'écosystème start-up et tech, on garde les avantages sociaux aussi pour se distinguer d'une entreprise à l'autre et pour, parler d'une certaine façon de sa culture d'entreprise. D'accord. Alors Cyprien, vous, au sein de Claro, vous accompagnez, des entreprises sur ce sujet, des avantages sociaux. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que les attentes des salariés ont-elles aussi changé? Ouais, nous chez Claro, on aide les entreprises à améliorer le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs et on les aide dans les moments de vie qui vont être les plus décisifs, en fait, sur leur pouvoir d'achat. Donc, lors d'une naissance, un salarié qui a un conjoint ou un enfant en situation de handicap qui deviendrait aidant. Heu et nous, ce qu'on constate, c'est que, là où auparavant les avantages sociaux, les salariés recherchaient, beaucoup d'avantages qui étaient, plutôt orientés loisirs, sport, culture et cetera. En fait, tout ce qui allait leur apporter leur petit plus dans leur quotidien. Aujourd'hui, en fait, les conditions, l'inflation, la situation économique est devenue tellement tendue pour beaucoup de salariés qu'ils cherchent bien plus des avantages qui vont les aider à finir les fins de mois, des avantages qui vont leur donner un complément de revenus, ou des avantages qui vont permettre de réduire certaines factures obligatoires, de factures d'électricité, de logement et cetera. Alors Sandrine, on vient de le voir, les avantages sociaux
Ce n'est pas nouveau et pourtant on observe, vraiment un rôle grandissant. Pourquoi les avantages sociaux sont devenus aujourd'hui un enjeu majeur au cœur des discussions RH? Eh bien, ça devient un sujet de plus en plus important et je pense que ça va continuer à être un sujet de plus en plus important parce que les entreprises, elles disposent de moins en moins de marge de manœuvre. Et là, on voit dans l'année 2025 qui s'annonce, moi je rencontre peu d'entreprises, qui sont très optimistes et qui ont une visibilité, assez claire, pour s'engager dans des évolutions de salaire importantes. C'est là où les avantages sociaux, ils peuvent prendre le relais, quand on veut éviter de trop, augmenter sa masse salariale. Déjà parce qu'il y a une forme de défiscalisation, hein, sur certains avantages sociaux et alors là, je suis obligée de faire un petit disclaimer pour rassurer, certaines personnes. Je ne prône pas la défiscalisation pour la beauté, de faire de la défiscalisation. Moi, ce que je crois, les intérêts que je vois dans la défiscalisation, c'est de pouvoir partager le gâteau, entre les salariés, plutôt qu'entre les salariés et les cotisations sociales. Alors, la défiscalisation, elle a du sens sur les avantages sociaux ou sur certaines primes défiscalisées. Heureusement qu'on n'en fait pas sur tout. Néanmoins, les avantages sociaux, aujourd'hui, ils permettent de gagner un peu de marge de manœuvre sur le budget dont les DRH disposent. D'accord. Donc en effet, là, on peut dire que les avantages sociaux, ils sont devenus incontournables actuellement face aux contraintes budgétaires qui limitent les hausses de salaire. Cyprien, vous, de votre côté, quelle est la position des entreprises, des RH par rapport à ces avantages sociaux que vous avez constatés dans vos échanges? Ouais, moi, enfin, je suis très d'accord avec ce que disait Sandrine. Je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, qui ont une contrainte budgétaire extrêmement serrée, qui ont un contexte économique où, en fait, les marchés sont de plus en plus tendus et ne leur permettent pas d'augmenter les salaires tels qu'ils le souhaiteraient. Et beaucoup d'entreprises ne sont plus capables de suivre l'inflation en termes d'augmentation. C'est extrêmement compliqué pour les salariés parce que ça veut dire dans leur quotidien que l'entreprise baisse leurs revenus en fait, au sens où le quotidien est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de dépenses contraintes, le reste à vivre est de moins en moins élevé et les entreprises ne peuvent pas suivre ça. Et donc ça me paraît essentiel en effet d'aller chercher toutes les possibilités qu'ont les entreprises pour parvenir à maintenir le niveau de vie, le niveau de pouvoir d'achat au niveau qui est le plus élevé possible pour les salariés. Et en effet, en fait, les avantages sociaux sont un bon levier pour ça parce qu'ils vont permettre d'optimiser la part qui revient aux salariés. Pour 1 euro investi, je vais avoir 1 euro, voire plus, qui revient dans la poche de mon salarié. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui va être qui est prôné en ce moment par beaucoup de boîtes, c'est que justement, dans un contexte aussi difficile, on puisse insister sur la poche de budget, enfin, la poche de budget alloué aux avantages sociaux, sans que ce soit en contrepartie d'une baisse de salaire, mais c'est plutôt au niveau du contexte économique et de la contrainte actuelle. Et ben en fait, on va plutôt insister sur cette deuxième poche. D'accord. Donc en fait, en effet, dans la situation actuelle, on va dire un peu tendue, vous êtes tous les 2 d'accord, les avantages sociaux sont aujourd'hui incontournables et peuvent même être perçus comme des leviers de compétitivité dans les stratégies de recrutement et de fidélisation. Alors quelles sont les solutions les plus prisées, Cyprien? Hem, eh bien, ce que je constate, c'est que ça dépend évidemment d'une entreprise à l'autre et de son contexte. Nous, on travaille essentiellement avec des grandes entreprises, donc des entreprises de plus de 500 salariés et souvent sur des secteurs en tension. Donc plutôt, des secteurs comme, l'industrie, le transport routier, la grande distribution, les services à la personne. Et nous, sur ces secteurs-là, ce qu'on observe beaucoup, c'est que donc ce sont des secteurs qui embauchent constamment, en fait, qui sont constamment en recherche de nouveaux salariés, de fidéliser les salariés existants et d'améliorer leur marque employeur. Et ce sont aussi des secteurs sur lesquels les rémunérations sont à peu près tous alignés d'un concurrent à l'autre, grosso modo. Tout le monde est à peu près payé la même chose au même poste. Et donc, le petit avantage en plus ou en moins peut faire la différence et peut vous inciter à partir chez le concurrent. Et aujourd'hui,
nous, dans ces entreprises, on voit que les thématiques qui sont privilégiées et qui marchent le plus pour attirer et pour fidéliser les collaborateurs, ça va être tout ce qui va être lié au logement, donc tout ce qui va aider les collaborateurs à accéder à un meilleur logement, à simplifier enfin, la location d'un logement, la demande d'un logement social par exemple, ou le financement d'un dépôt de garantie, etc. Tout ce qui va être lié je dirais, aux factures obligatoires, donc ça inclut le logement, mais aussi la facture d'électricité. Ça inclut les repas, les frais de bouche. Et ce qu'on observe aussi, nous, de notre côté, c'est que tout ce qui va apporter un véritable complément de revenu, et donc nous, on le voit en fait en aidant les collaborateurs à accéder aux aides de l'État auxquelles ils ont droit et qu'ils ne reçoivent pas, en fait, on voit que ce complément de revenu fait la différence dans ce qu'on apporte aux collaborateurs. Et c'est ça qui va aujourd'hui être privilégié par ces entreprises. D'accord. Donc, il va être important, d'adapter ces avantages sociaux à son secteur d'activité, mais peut-être aussi surtout à sa stratégie, d'entreprise. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'approches réussies ou au contraire, de loupées? Mmh. Alors, dans les réussites, j'ai envie de citer l'exemple d'une société de menuiserie, en Bretagne et là, on va toucher au logement, comme on en parlait juste avant. Cette entreprise de menuiserie avait du mal à recruter en local parce que justement les logements coûtaient de plus en plus cher et les gens avaient du mal à se loger. Donc ils ont décidé de construire eux-mêmes des logements et de les proposer en priorité aux personnes qui venaient travailler dans l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur un avantage social hautement stratégique. Et alors j'insiste parce que parfois on met beaucoup le mot stratégique à toutes les sauces, même quand bien même c'est pas adapté. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de stratégique. L'entreprise elle a besoin de personnes pour tourner. S'il n'y a plus personne qui peut se loger, l'entreprise ne peut plus tourner. Donc ça, clairement, un avantage hyper réussi. Je peux citer aussi sur le logement parce que c'est un thème que j'aime bien, parce que c'est un thème de plus en plus tendu, et quelle que soit la géographie. Mais alors là, on va revenir en région parisienne avec la RATP qui a augmenté son partenariat avec une société de logement pour permettre à ses agents de se loger dans Paris. Parce que typiquement, la RATP, et là aussi on est sur quelque chose de stratégique, les horaires, ça démarre à 5h30 du matin. Donc si on n'est pas logé dans Paris intramuros, c'est difficile d'être dans sa station à 5h30 du matin. Alors voilà, donc 2 exemples, réussis à mon sens d'avantages salariés et dans, les choses un peu plus discutables, je repense à une cliente qui, en 2022, a connu des difficultés financières et donc comme tout le monde, quand on connaît des difficultés financières, on fait la liste de toutes les dépenses et on essaye de retirer, on va dire d'éliminer celles qui, n'ont plus de sens. Et parmi elles, il y avait un outil de santé mentale. Un outil de santé mentale qui lui coûtait très cher. Et quand elle regardait les stats de cet outil, elle voyait que très peu de collaborateurs, collaboratrices se connectaient à cet outil. Donc elle se dit là, clairement, on a mis en place cet outil qui est pas pris en main. Les gens n'en ont pas particulièrement besoin. Donc quand je lui demandais, mais pourquoi est-ce que tu l'as mis en place? Elle m'a avoué que, en fait, en 2022, donc elle a mis en place en 2021, on sortait du Covid, il y avait beaucoup de sujets de santé mentale liés au confinement, au télétravail à temps plein, et cetera et elle disait: «Mais en fait, tout le monde le faisait». Beaucoup d'entreprises avec lesquelles on se compare faisaient des posts LinkedIn pour dire, «Nous, on prend soin de la santé mentale de nos collaborateurs, collaboratrices, on a mis cet outil en place et c'est génial». Ben, on voulait en être aussi. Donc typiquement un outil, qui a été mal choisi et alors je ris mais je ris jaune, hein. Quand on a mis un outil de santé mentale en place dans une entreprise, quand bien même personne ne se connecte, allez le retirer. Surtout dans un climat social qui était compliqué. Donc, là, on est clairement sur un mauvais exemple, d'avantage, enfin un mauvais choix, d'avantage social lié au fait qu'on a juste voulu copier, ce qu'on identifiait comme une bonne pratique, mais qui n'était pas du tout adapté, à son entreprise et aux personnes qui la composent. D'accord. Il y a une thématique aussi, si je peux dire thématique, dont on parle beaucoup en ce moment dans les sujets de recrutement et de fidélisation. C'est de la génération Z, des attentes de, la génération Z. Du coup, je me posais, cette question, est-ce que, les attentes des collaborateurs, des salariés, par rapport à ces avantages sociaux,
peuvent être différents selon la génération à laquelle ils appartiennent. Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'avec Cyprien, on va être d'accord sur ce point-là aussi. Moi, j'aime pas trop faire de distinction entre les générations. Je préfère parler de moments de vie. Quand on a moins de 30 ans, qu'on est citadin, qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas les mêmes besoins qu'une personne qui a 40 ans, qui a déjà plusieurs enfants, qui vit un peu plus loin de son lieu de travail. Et on n'a pas non plus les mêmes besoins qu'une personne de 50 ans qui est potentiellement, les personnes de 50 ans font parfois partie de ce qu'on appelle la génération sandwich. Cette fameuse génération qui est à la fois, où les personnes sont à la fois assez jeunes pour avoir des enfants dont il faut encore s'occuper, mais assez vieilles pour avoir des parents dont il faut s'occuper aussi. Donc, en fonction du moment de vie, on n'a pas les mêmes besoins et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir proposer des choses qui correspondent aux personnes qui composent notre entreprise. Et encore, il faut faire attention. J'avais une cliente, on en a un peu ri parce que, la situation était cocasse. C'était une toute petite entreprise, ils étaient moins de 15 et il n'y avait que des personnes de moins de 30 ans sans enfants dans cette entreprise-là. Elle avait pris la mutuelle, la première mutuelle à laquelle elle a pensé, elle n'a pas, trop négocié, la couverture mutuelle et quelques mois après, 2 de ses collaboratrices, donc 2 jeunes femmes citadines de moins de 30 ans, sont venues la voir pour lui dire que franchement, la couverture mutuelle, elle n'était pas très, très intéressante. Donc, elle en a ri un peu jaune, hein, en se disant: «Mais quand même, je m'attendais pas à ce que cette génération vienne me challenger là-dessus» et bien pourtant si. Donc à la fois, je dirais, il faut s'intéresser à la sociologie de l'entreprise pour s'assurer que on met pas, tous nos billets sur la salle de sport quand on a majoritairement des personnes de 50 ans dans l'entreprise. Mais, faut pas toujours enfermer les gens dans des cases, quoi. Tu veux dire la personne elle a 50 ans, elle voudra pas faire de sport. Tout à fait. Vous touchez en effet un point avec la sociologie de l'entreprise, bien, connaître peut-être le profil de ses collaborateurs. Cyprien, du coup, vous rejoignez, la pensée, de Sandrine, qu'on on n'est pas forcément sur, des générations, mais plus, sur un mode de vie? À 100%, ouais. Moi, je constate que les, les entreprises sont très différentes l'une de l'autre et au final, la pyramide des âges, évidemment, a un impact là-dessus, mais c'est peut-être pas le plus important. Finalement, selon le secteur d'activité de l'entreprise, selon si les employés sont des employés qui travaillent sur le terrain ou en bureau, en fait, ils n'auront pas les mêmes, ce sera pas la même sociologie, la même population, ils n'auront pas les mêmes problématiques, ils n'auront pas les mêmes histoires de vie et ils n'auront pas du tout les mêmes besoins. Je mets un exemple un peu concret. Lorsque vous venez de devenir parent, lorsque vous apprenez que votre papa vient de faire une nouvelle chute dans sa salle de bain et que en fait il va devoir être en fauteuil roulant maintenant, il va devoir avoir une personne pour l'aider tous les jours, ou lorsque vous avez un conjoint qui est en situation de handicap, en fait, vous passez des moments comme cela, vous allez avoir un quotidien qui va changer tellement drastiquement que ça va vous prendre toute votre charge mentale, enfin, une grande partie de vos économies, une grande partie de votre attention, de votre énergie. Et en fait, peu importe ce que votre entreprise va essayer de vous amener au travail en termes d'objectifs, d'engagement, d'implication, etc., ça n'aura pas un impact assez fort si votre entreprise n'a pas pris en compte cette situation réelle dans laquelle vous êtes. D'accord, et concrètement, donc connaître les réels besoins de ses salariés, mettre en place des avantages sociaux, qui aident ses collaborateurs au quotidien. Est-ce que concrètement, ça va réellement avoir un impact direct sur la motivation et l'engagement des salariés, Cyprien? Alors c'est quelque chose que je trouve toujours très compliqué à mesurer. C'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui vont s'impliquer sur la mise en place de ce type d'avantages et les personnes qui vont bénéficier de ces avantages et qui vont les recevoir enfin, donc, les salariés les premiers auront tendance à dire oui, ça joue sur mon engagement, mais c'est quelque chose qui est, je pense, qu'il faut prendre avec des grandes pincettes parce que, à mon sens, c'est un, c'est le résultat d'un tout, de différents avantages, d'un climat d'entreprise, etc., qui est cohérent comme un ensemble, qui va faire qu'un employé va se sentir plus ou moins bien et va se dire, OK, je suis dans la bonne boîte. En fait, pour le dire autrement,
Moi, je ne pense pas que parce que vous mettez un avantage de plus, vous allez sentir: «Ah bah, ouais, là, finalement, à la fin de la semaine, je sens que, il y a plus de productivité, que, mon, entreprise a eu des meilleurs résultats» et cetera. Non, je pense que ce sera difficile à mesurer comme ça, mais en revanche, vous allez pouvoir le mesurer plutôt sur le niveau de turnover. Dans quelle mesure, en fait, est-ce que mon turnover baisse? Combien me maintenant j'ai d'employés qui me disent, «Je quitte l'entreprise pour aller chez le concurrent, pour avoir grosso modo le même travail payé à peu près le même prix avec des conditions légèrement différentes? Et dans quelle mesure vous allez sentir aussi que vous attirez des collaborateurs des entreprises concurrentes? Donc pour moi, c'est plutôt, il faut le voir comme un socle cohérent qui montre aux salariés qu'on prend en compte leur situation. Et ça rejoint aussi un point ce que disait Sandrine, c'est aussi une occasion d'envoyer un message à ses salariés pour dire: «Nous, ce sujet-là, on s'en préoccupe particulièrement, ça fait partie de notre culture». Donc, par exemple, si vous vous dites: «On veut mettre en place un avantage qui va toucher plutôt les jeunes parents», on veut, montrer que nous, on encourage les, employés qui viennent d'avoir un enfant, et ben, en fait, c'est une bonne occasion d'appuyer là-dessus et de renforcer sur un point de votre culture. Et si vous communiquez bien là-dessus, si vous en profitez pour en faire un message fort, les employés vont le sentir et ça va aussi améliorer la marque employeur, et c'est ça qui, à plus long terme, va améliorer l'engagement, l'implication, va diminuer le turnover, et cetera. D'accord. Et vous, Sandrine, est-ce que vous faites un lien direct entre, les avantages sociaux et la motivation, les engagements des salariés? Absolument pas. Je pense que alors ce que vient de dire Cyprien et je trouve très intéressant et surtout la fin de son explication quand il dit qu'à long terme, ça va renforcer, l'engagement. Ce qui va renforcer l'engagement, et c'est bien ce qu'il a dit, hein, c'est la cohérence entre le discours des dirigeants, dirigeantes et des moyens mis en œuvre. Dans une entreprise où on ne fait pas ce travail de cohérence dans sa politique de rémunération avec les messages qu'on envoie, la stratégie de l'entreprise, sa culture et les outils de rémunération qu'on utilise, si on peut mettre le meilleur avantage social du monde, vous pouvez mettre des tickets resto pris à, j'allais dire à 70%, 20 € le ticket resto, l'URSSAF ne sera pas d'accord, mais imaginons qu'il n'y ait pas d'URSSAF. Vous pouvez mettre des tickets resto à 50 €. S'il n'y a pas de cohérence et s'il y a des soucis au niveau du management, les gens ne seront pas plus motivés que ça parce que vous avez mis le meilleur avantage social du monde. Les avantages sociaux, c'est un outil de rémunération au service de la politique de rémunération. Une politique qui est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qu'on applique à tous, au service de la stratégie de l'entreprise. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Frédéric Herzberg qui, dans les années 60, donc 1960, ça commence à dater quand même, et qui a expliqué qu'en matière de motivation, il y avait les éléments de satisfaction qui nous motivaient. Donc là, c'est le plaisir qu'on prend à faire son travail, c'est les perspectives d'évolution qu'on peut avoir, c'est le sens qu'on trouve à exercer son activité. Donc on va se dire aussi, c'est tout ce qui relève de la motivation intrinsèque. C'est ces éléments-là qui motivent vraiment. Et à côté de ça, il met les éléments d'insatisfaction, qu'il appelle aussi les facteurs d'hygiène. C'est donc la rémunération, la qualité des locaux, le management, la panière de fruits, j'allais dire de légumes. La mauvaise blague, le chou-fleur au milieu de l'open space. Mais voilà, toutes ces choses qu'on peut mettre en place, pour lui, ce sont des facteurs d'insatisfaction et donc des facteurs de démotivation. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, eh ben on fait la tronche, mais s'ils sont là, on n'est pas plus motivé, juste on ne fait pas la tronche. Et pour moi, les avantages sociaux, comme beaucoup de choses en rémunération, ils relèvent de ça. Quand il n'y en a pas, ben, on trouve qu'il manque, mais quand ils sont là, ben, ils font pas tout. Ils font pas tout, et finalement, vous pouvez avoir un éventail d'avantages sociaux particulièrement large et particulièrement avantageux. Si c'est pas en cohérence avec toute votre politique RH et avec les messages que vous envoyez, vous n'allez pas favoriser l'engagement. Par contre, vous allez favoriser la rétention. Et on le sait, hein, il y a des gens qui peuvent rester très longtemps dans une entreprise sans être ni motivés ni engagés. Alors la mise en place, d'avantages sociaux utiles et adaptés, ça représente clairement un défi pour les entreprises. Vous venez d'évoquer l'importance de la cohérence avec la stratégie d'entreprise. On a aussi, évoqué l'importance d'une analyse, de la sociologie de son entreprise ou du moins l'importance de connaître mieux le profil de ses salariés et de leurs attentes, de leur manière de vivre. Sandrine, quelles sont les étapes essentiel à ne pas négliger quand on veut mettre en place des avantages, sociaux.
le mieux adapté à son entreprise, à ses salariés? Alors, dans un premier temps, je dirais qu'il faut vraiment, et en toute, honnêteté intellectuelle, arriver à définir les avantages sociaux qui, à la fois, répondent aux besoins de l'entreprise et aux besoins des salariés. Je vais vous donner un exemple. J'avais rencontré une entreprise, et dans le bon de commande, il y avait trouver des avantages sociaux innovants. Alors celle-là, c'est un peu mon best-of, hein, les avantages sociaux innovants. Et je discute avec eux, ils avaient réfléchi à plein de choses, hein, en termes d'avantages sociaux. Ils étaient simplement pas sûrs de ce qui avait du sens, pour eux, ils avaient besoin, que quelqu'un, donne son avis. Et il y a un élément qui manquait dans cette liste d'avantages sociaux, c'était les tickets resto. Alors, non pas qu'il faille en mettre partout, mais je trouvais ça étonnant, en plus voyant un petit peu les discussions qu'on avait eues, et je leur ai dit: «Donc les tickets resto, c'est pas un sujet dans votre entreprise?» Et la dirigeante, elle lève les yeux au ciel, elle me dit: «Mais bien sûr que si, ils en réclament, ça fait des plombes qu'ils me les demandent, mais moi je refuse». Ah! Et bah, du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup de travailler sur des avantages sociaux innovants que personne ne réclame, si on refuse de répondre aux premiers besoins des salariés, pardon? Donc c'est là où je dis: faut faire une preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle. C'est si on veut travailler sur le sujet, on travaille sur le sujet et on met de côté un peu, les bisbilles des années précédentes. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de se dire: «OK, de quoi moi j'ai besoin dans l'entreprise et quelles sont les attentes des salariés?» Les avantages sociaux, et ça manque cruellement en entreprise, il faut, communiquer dessus. J'avais un client, vraiment, il avait une palette d'avantages sociaux, incroyable. Vous pouvez m'en citer un, je suis sûre que je le retrouve dans sa liste. Par contre, trop d'avantages, tue l'avantage, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'entreprise, et c'est ce que la DRH m'avouait, qui n'avaient pas conscience de tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Donc, d'un point de vue communication, déjà, sur l'offre, on n'était pas bon. Et ensuite, il faut communiquer sur ce que ça vaut, sur l'équivalent, mais je dirais même plus loin, sur l'équivalent salaire. Moi, je vois beaucoup d'entreprises où on a des avantages sociaux en place, les salariés pensent que c'est normal, que c'est limite légal, et ne pèsent pas toujours le gain que ça a pour eux. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai quelqu'un autour de moi qui a travaillé une quinzaine d'années dans l'écosystème Startup Tech, où souvent, la mutuelle est prise en charge par l'entreprise. Voilà, c'est une espèce, enfin, on voit beaucoup d'entreprises dans le secteur qui font ça. Donc lui, pendant 15 ans, il évolue dans ce milieu-là. Au bout de 15 ans, il part dans une PME industrielle plus traditionnelle. Premier mois de salaire, il me dit: «Ils ont fait une erreur». Ce qui est étonnant puisqu'il a une paye qui est relativement simple. Il a commencé le premier du mois, il n'a pas de variable, donc vraiment pour planter la paye, faut l'avoir voulu. Je regarde, je lui dis: «Écoute, je ne vois pas d'erreur. Cette paye, pour moi, elle est bonne». Et il insiste, il me dit: «Mais si, regarde, ils me font payer la mutuelle». Je fais: «Mais oui, 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 bienvenue dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens payent leur mutuelle». Et je suis persuadée qu'à chaque fois qu'il est rentré dans une entreprise, on a dû lui dire: «Chez nous, la mutuelle, elle est prise à 100 pour cent». Mais ce qu'il aurait fallu faire, pour vraiment avoir de l'impact, c'est tous les ans revenir là-dessus. Tous les ans lui dire: «Tu vois, la mutuelle, elle coûte tant, mais nous, on la prend 100 en charge parce qu'on veut pas que ce soit un sujet de charge mentale pour toi. Ta femme, tes enfants, on prend, ça nous fait plaisir, tu économises tant par an grâce à nous». Ça aurait été une façon aussi pour lui de se rendre compte de l'entièreté de son package et pas uniquement de se focaliser sur son salaire, mensuel à la fin du mois, qui est très important, certes, mais la rémunération, c'est vraiment tout ce qui coûte quelque chose à l'entreprise et qui rapporte quelque chose aux salariés. Donc c'est important d'expliquer aux salariés ce que ça coûte vraiment en euros sonnants et trébuchants. D'accord, donc la communication, très importante. Et vous, Cyprien, est-ce qu'il y a, des erreurs fréquentes que vous avez, identifiées, et que pourraient éviter les entreprises? Ouais, moi je rejoins beaucoup ce sujet de l'écueil dans lequel peuvent tomber des entreprises d'avoir trop d'avantages, mais qui ne sont plus compris, plus connus. Euh, j'observe beaucoup que il y a un stade auquel les entreprises, quand elles ont commencé à cumuler 10, 20 avantages, et ben en fait, elles vont commencer à faire un guide. Donc là, on met souvent l'alternant sur le coup, on lui demande de faire le guide de tous les avantages qui existent dans l'entreprise. Donc il va faire une sorte de PDF qui va faire 50, 60 pages. Et ce PDF-là, on va le mettre sur l'intranet et on va dire à tout le monde, si vous voulez aller voir les avantages auxquels vous avez droit, il vous suffit d'aller dans ce PDF qui fait 50 pages. Évidemment, personne ne le fait. Ou du moins, si, il y aura toujours 5-10% des salariés qui vont l'utiliser. Et d'ailleurs, en fait, on observe que c'est finalement eux qui vont aller réclamer le plus les différents avantages
auxquels ils ont droit, mais les 90%, ben, en fait, ne vont pas aller chercher tout ça. Et moi, je pense qu'il faut être capable d'aller communiquer auprès des salariés, comme disait Sandrine, en fait, d'aller communiquer les bons avantages auprès des bons salariés, en mettant en avant les avantages qui correspondent à chaque salarié. C'est-à-dire, il faut être capable de suffisamment bien connaître sa boîte pour dire, bah, OK, mes salariés qui sont dans telle situation, et ben en fait, ils ont un avantage qui leur correspond exactement. Et en fait, je vais faire une communication dédiée, spéciale là-dessus. Et j'irai même plus loin, parce qu'en fait, il existe beaucoup d'avantages qui sont déjà présents dans les entreprises et qui parfois ne sont même pas connus des RH eux-mêmes. Alors c'est un peu provoque quand je dis ça, mais vous allez voir que pas tant. Toutes les entreprises ont donc un contrat de prévoyance et de mutuelle. Très peu des salariés sont allés lire ce contrat en entier, mais en fait, il s'avère que souvent se cachent dans ce contrat plusieurs avantages qui sont proposés par la mutuelle et la prévoyance et qui ne sont pas connus du tout. Vous avez des prévoyances, des mutuelles qui vont par exemple financer les frais d'obsèques ou une partie des frais d'obsèques si vous avez un décès dans votre famille. Vous en avez qui vont vous financer des heures de babysitting gratuites chaque année. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont souvent bien négociées par les RH tous les 3 ans quand on change son contrat de mutuelle, qui sont assez mal communiquées derrière aux salariés et qui finalement tombent dans l'oubli. Alors que ce sont des avantages qui sont déjà financés par l'entreprise, ça nous coûte ça coûte zéro qu'ils soient sollicités, c'est zéro pour l'entreprise et c'est tout bénef pour les salariés. Seulement, il faut parvenir à bien communiquer dessus. Et il y a la même chose avec, il y a des avantages, par exemple, qui sont proposés par Action Logement. C'est un organisme auquel cotisent déjà les entreprises, c'est une cotisation obligatoire, et qui propose des tas d'avantages qui sont assez peu sollicités par les salariés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on préconise. C'est en fait la première action que vous pouvez faire à moindre coût, en fait, c'est déjà d'aller regarder, d'aller rechercher tous les avantages qui existent déjà dans vos accords d'entreprise, vos accords de branche, dans vos contrats de mutuelle, de prévoyance, chez Action Logement, etc., et auxquels ont accès vos salariés, et à faire des communications plutôt dédiées, spéciales sur un avantage pour une typologie de votre population, plutôt que de faire un guide énorme qui ne sera pas lu. Et on le voit parce qu'en fait, nous, quand on se déploie chez les entreprises, on fait nous-mêmes ce diagnostic où on va aller absorber en fait tous ces éléments, on va aller référencer tous les avantages qu'on va trouver, les avantages internes qu'on va trouver dans ces documents internes, et on se charge de faire ces communications auprès des salariés. Et souvent, c'est assez décisif. On voit qu'il y a plein de salariés qui découvrent des avantages qui leur apportent un vrai nouveau confort de vie. D'accord. Alors, pour résumer, pour maximiser l'efficacité des avantages sociaux avec des moyens limités, tous les 2, vous recommandez d'informer et de communiquer sur ces avantages sociaux, qui sont d'ailleurs souvent méconnus, en mettant en avant ce qui correspond le mieux aux collaborateurs, aux salariés, et puis en faisant ressortir les bénéfices de ces avantages sociaux. Le deuxième point que, vous avez évoqué, c'est de ne pas forcément, multiplier, ces avantages sociaux. C'est de bien les choisir en fonction, en effet, de la typologie et de la stratégie de son entreprise. Alors Sandrine, est-ce qu'il est important d'innover en matière d'avantages sociaux ou pas forcément? Alors moi, j'aurais dire, mais pas du tout. Il y a 2 mots avec lesquels je suis un peu fâchée, et c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute, notre faute collective parce qu'on les utilise à tour de bras, en en leur retirant, leur sens profond. C'est stratégique, j'en ai parlé un peu plus tôt, et innover. On veut innover tout le temps. Alors déjà, innover, c'est pas donné à tout le monde, et avant d'innover, je dirais, est-ce qu'on peut déjà faire les choses correctement? Et une fois qu'on aura bien exploré le champ des possibles aujourd'hui et qu'on aura bien fait les choses correctement, là, on pourra réfléchir à sortir un peu de la boîte. Mais avant de parfois, je vous dis, souvent, on vient me voir, on me dit: «Mais moi, je veux un avantage social innovant pour me démarquer». Alors je vous assure, hein, négociez bien votre mutuelle, communiquez dessus, mettez des tickets resto et faites les choses correctement, vous allez déjà innover. Parce que dans beaucoup d'environnements, c'est pas le cas. On met en place des avantages sociaux sans en parler, on les valorise pas et parfois on les choisit mal. Donc déjà, on fait les choses correctement et après, je suis OK pour qu'on essaye d'innover. Mais les budgets sont tellement restreints
ces derniers temps et vont l'être encore plus dans l'année à venir, que vraiment concentrons-nous sur améliorer l'existant et après on pourra, quand on aura du budget, on pourra réfléchir à faire des choses un peu folles. Et encore, moi je veux bien qu'on innove, alors je mets des gros guillemets à innover, ça se voit pas en podcast, en s'outillant. Parce que parfois on me dit: «Oui, mais gérer les avantages sociaux, c'est la plaie». Oui, mais aujourd'hui, il existe des outils qui nous aident. Alors si on a un peu de budget, est-ce qu'on le mettrait pas dans un outil plutôt que de le mettre dans un énième avantage social que personne connaîtra et va utiliser correctement? Et puis, on a l'impression que finalement, c'est les avantages, sociaux, si je peux dire, historiques, heu, qui voyagent à travers le temps et qui plaisent le plus aux salariés. Bon, on avait parlé au début, pas mal du logement et de la mutuelle, mais il y a aussi tout ce qui est, ticket restaurant, qui est encore très présent. Pardon, juste pour revenir sur les va-et-vient historiques, il y a un avantage social dont j'entends parler de plus en plus, alors je suis peut-être biaisée, mais c'est, tout ce qui relève de la mobilité, avec de plus en plus de subventions, sur la mobilité électrique, sur les vélos et cetera. Alors que quand on pensait mobilité, on pensait voiture de fonction et on disait: «Mais, c'est d'une ringardise absolue, on peut plus faire ça». Bah, n'empêche qu'on y revient à remettre de l'argent sur la table pour favoriser la mobilité. Alors, Cyprien, pour conclure, ce podcast, à quoi ressembleront les avantages sociaux de demain, d'après vous? Est-ce qu'il y aura plus de digitalisation, plus de personnalisation peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je pense que il y aura enfin une tendance que j'observe et qui semble s'être pas mal confirmée, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est une logique de je dirais, de bar de benefits bar, en fait, de bar à avantage, une sorte de panel d'avantages que met l'entreprise à disposition des salariés avec en fait la possibilité pour les salariés de choisir les avantages sur lesquels qu'ils veulent adopter en priorité. Et un système souvent qui est mis en place par les entreprises, c'est chaque salarié a un certain nombre de points et chaque avantage va représenter un nombre de points et chaque salarié va pouvoir opter pour dire bah ok, moi j'aimerais en fait opter pour mettre X points sur les tickets resto, X points sur le sport, parce que pour moi c'est très important, alors qu'un autre salarié pourra dire bah, moi je vais plutôt insister sur un avantage qui va me permettre de financer mes frais de transport et une autre personne va plutôt choisir un avantage autour de la garde de ses enfants. Et ça permet en fait de s'adapter à la population et aux besoins réels de son entreprise. Alors ça amène pas mal de complexité dans l'organisation, c'est pour ça que je pense qu'on n'y est pas encore complètement en France, mais je vois certaines entreprises qui commencent à aller vers là euh, et qui commencent à réfléchir à cette approche-là. Je pense notamment à Decathlon, avec qui on travaille, et Decathlon sont assez précurseurs sur le sujet. Ils cherchent à aller vers cette logique de mettre un panel d'avantages à disposition des salariés qui seraient sollicités au compte-goutte selon les besoins de chacun. Euh, et je dirais qu'il y a un vrai travail qu'il va falloir trouver sur la manière de communiquer sur les avantages. Comme le disait Sandrine, en fait, on communique souvent dessus au moment de leur mise en place, une fois, parfois une deuxième fois pour relancer, mais on oublie qu'il est essentiel de les valoriser tout au fil de leur utilisation, de leur usage, de les valoriser en priorité auprès des salariés qui sont les premiers concernés, ceux pour qui on les a mis en place. OK. Sandrine, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Cyprien? Le sujet des flexible benefits, comme on peut l'appeler en Europe du Nord, est extrêmement intéressant. En France, on a des freins qui sont légaux sur tous les avantages, collectifs. Typiquement, on revient à la mutuelle, la prévoyance, mais moi je pense que la législation, elle peut évoluer là-dessus, justement pour permettre d'aller davantage vers plus de flexibilité. J'avais discuté avec un DRH il y a quelques mois qui me disait qu'il y a longtemps, alors il y a longtemps, il y a 10 ans dans son entreprise, il pratiquait ça, une forme de flexibilité sur les avantages sociaux qui pouvaient être flexibilisés, donc pas la mutuelle, pas la prévoyance, mais qu'en fait ils étaient revenus en arrière parce que son service RH avait avait subi une réorganisation et qu'il avait perdu des postes. Donc aujourd'hui, certes, il y a des solutions de digitalisation, mais on voit bien que la clé dans ces sujets, je pense, de flexible benefits, c'est l'investissement qu'on a envie d'y mettre. C'est que si on trouve que l'outil,
que le produit, il est intéressant, oui, ça va demander qu'on investisse dedans, soit via une techno, soit via des gens qui vont piloter ça. Mais on a voulu trop rationaliser, je pense, les ressources humaines, parce que, on estime que la fonction est pas toujours, génère pas assez de gains et que c'est une fonction qu'on peut rationaliser. En fait, plus on la rationalise, moins on peut faire de choses, moins on peut proposer de choses. Je pense que on va vraiment revenir là-dessus. Enfin, je pense que la loi va évoluer, je pense que les outils vont s'améliorer, je pense qu'il y a plein de gens intelligents qui travaillent, sur comment est-ce qu'on peut faire du flexible dans notre cadre légal. Parce que c'est vraiment le sens de l'histoire. Quoi qu'on en pense, on est dans une société de plus en plus individualiste. Et aujourd'hui, les salariés, ils veulent à la fois vivre dans un environnement de plus en plus transparent, mais ils veulent aussi que leurs besoins individuels soient davantage pris en compte. C'est le sens de l'histoire et je suis persuadée qu'on va aller vers plus de flexibilité et plus d'individualisation. D'accord. Eh bien, Sandrine, Cyprien, notre podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, pour vos témoignages et votre expertise. J'en profite pour, vous annoncer la sortie du livre de Sandrine. Sandrine, vous voulez nous en dire un petit mot? Oui, c'est un livre qui est édité aux éditions Duno et qui s'appelle «La rémunération n'est pas qu'une question d'argent». Et quand je dis ça, je sous-entends 2 choses. La première, c'est que la rémunération, il faut la voir de manière beaucoup plus large qu'uniquement le salaire fixe sur son bulletin de paye à la fin du mois. Donc, il faut notamment prendre en compte les avantages sociaux dont on a parlé. Et la deuxième chose que je sous-entends, c'est que la rémunération, c'est un sujet qui est très émotionnel. Alors, il faut prendre en compte l'aspect technique de la rémunération si on veut que l'aspect émotionnel soit moins éruptif en entreprise et qu'on ait, des dialogues, plus apaisés. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un grand merci à nos invités Sandrine Dorbe et Cyprien Boutargès pour cet échange riche et ces partages d'expériences. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que les avantages sociaux ne sont plus considérés comme un petit plus. Ils peuvent être un véritable levier de différenciation et de performance à condition d'être alignés avec les attentes des salariés et la stratégie de l'entreprise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des employés se disent prêts à quitter leur poste pour une entreprise proposant de meilleurs avantages. Alors face à cette réalité, il est essentiel de ne pas juste offrir des avantages, mais de les adapter aux besoins réels de ses collaborateurs. Ce qui a fonctionné dans une entreprise ne fonctionnera pas forcément dans la vôtre. Parfois, la solution est même déjà en place dans votre entreprise, mais méconnue et mériterait simplement une meilleure information, communication aux salariés. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a apporté des clés de réflexion, n'hésitez surtout pas à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains sujets. Je suis Pauline Correa et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Sur un air de RH, le podcast proposé par les éditions Tissot et Culture RH.